Salut tout le monde, bienvenue sur ce 12e épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur sur Unity avec Mirror. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler un petit peu automatique et semi-automatique pour nos différentes armes. Mais ce n'est pas tout ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on va aussi et surtout revoir un petit peu notre système d'armes et de gestion des armes. C'est une étape très importante qu'on doit faire maintenant pour rendre le système le plus modulable possible pour les prochains épisodes et pour pouvoir personnaliser nos armes et surtout ajouter d'autres armes. On va donc créer un Weapon Manager, ça va être une sorte de script de système qui va nous permettre de vraiment personnaliser chacune d'entre elles et ensuite de pouvoir en ajouter plus. On va commencer directement en choisissant la préfab de notre joueur et on va ouvrir le script PlayerShoot dont on va beaucoup avoir besoin aujourd'hui. Vous pouvez également directement revenir sur Unity et on va avoir besoin d'un autre script qui est PlayerWeapon. Donc dans votre dossier Asset Script, vous pouvez chercher PlayerWeapon et l'ouvrir. C'est dans ce script qu'on a actuellement les diverses informations de l'arme. Dans PlayerShoot, tout en haut, on retrouve trois variables très récentes qu'on a ajoutées dans les derniers épisodes, et qu'on va devoir retravailler un petit peu pour créer ce système de personnalisation des armes, et ce système de Weapon Switch, donc la possibilité de changer d'arme. On retrouve Weapon, qui est de type PlayerWeapon, c'est l'autre script qu'on a ouvert à l'instant, et qui contient donc les informations de l'arme, WeaponGFX pour la partie graphique de cette arme, et le Weapon Layer Name qui est le layer qu'on va attribuer pour la gestion des caméras. Comme je le disais, par la suite on a envie d'ajouter plus d'armes, donc on ne peut pas avoir qu'une seule variable avec le visuel, qu'une seule variable qui va contenir les statistiques de l'arme, etc. Donc il va falloir qu'on fasse un petit peu évoluer ça. On va avoir besoin d'un nouveau script justement pour faire tout ça. On va revenir sur Unity, on va aller dans la scène, et on va faire un glisser-déposer de la préfab de notre joueur. La première chose qu'on va faire, c'est dans la hiérarchie, modifier un petit peu la structure de cet objet. Si on veut ajouter plusieurs armes dans notre jeu, il va falloir qu'on transforme celle qu'on a actuellement en une préfab, pour pouvoir facilement la récupérer ou l'échanger avec une autre. Donc on peut ouvrir Caméra, Weapon Holder, et à l'intérieur de Weapon Holder, vous devriez retrouver le modèle de votre arme. Donc chez moi c'est le Sci-Fi automatique. Si vous avez utilisé le même pack de modèles que moi, vous avez la même, sinon vous avez une autre, mais le principe est exactement pareil. On va faire un clic droit sur le joueur, et on va faire Unpack Prefab. Vous pouvez ensuite sortir Sci-Fi automatique du joueur, donc vous faites simplement un glisser-déposer depuis Sci-Fi automatique vers un petit peu plus bas dans la hiérarchie. Donc si là je ferme le joueur, vous voyez que les deux objets sont maintenant indépendants. Et Sci-Fi automatique, on va en faire un glisser-déposer dans le dossier Prefab. Vous pouvez choisir Original Prefab et supprimer cet élément de la scène. Player, vous pouvez également le supprimer. On va réajouter la préfab du joueur dans la scène. Et donc là, vous voyez qu'on a automatiquement l'arme qui est présente par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, et ensuite on ajoutera un script justement de gestion entre guillemets de l'inventaire et des armes, et on va pouvoir définir avec quelle arme le joueur va démarrer. Vous pouvez donc faire un clic droit sur Player, et faire ensuite Open Prefab Asset. Vous allez arriver dans cette vue, vous choisissez Sci-Fi automatique, et vous faites simplement supprimer. Pensez à bien cliquer sur le bouton Save en haut à droite ou à activer l'autosave. Moi je vais juste cliquer sur Save, et dans la hiérarchie je vais cliquer sur la petite flèche pour revenir dans ma scène. Maintenant que c'est fait, on peut voir que le joueur n'a plus d'armes par défaut. Ce qu'il faut bien comprendre avec la structure de notre joueur actuel, c'est qu'à l'intérieur de Player et de Caméra, on a donc le fameux Weapon Holder. Cet élément, il faut le voir un petit peu comme la main de notre personnage. Si on veut mettre quelque chose dans la main de notre personnage, donc une arme entre autres, il faudra l'ajouter à l'intérieur de Weapon Holder, en tant qu'enfant. Et là actuellement, vu qu'on n'a rien à l'intérieur, c'est un petit peu comme si la main de notre joueur était vide. Et il va donc maintenant falloir qu'on ajoute un système pour gérer en quelque sorte ce système de main, et pour pouvoir ajouter quelque chose à l'intérieur ou le retirer. Pour ça, on va aller sur Player, et d'ailleurs, vous pouvez remarquer dans PlayerShoot qu'on a perdu la connexion avec WeaponGFX, ce qui est normal, hein, vu qu'on a supprimé l'élément Sci-Fi automatique, mais c'est pas un problème pour l'instant. On va créer un nouveau component, qu'on va appeler Weapon Manager, et qui va donc être un nouveau script en C#. Ce nouveau script qu'on a ajouté, donc il est ajouté ici tout en bas, on peut double-cliquer dessus et l'ouvrir dans Visual Studio. Comme je vous le disais à l'instant, avec les étapes qu'on vient de faire, on vient de vider en quelque sorte la main du joueur. Donc si là on teste, on fait un host sur Unity, le joueur va apparaître sans arme. Ce qui, pour un FPS, n'est pas vraiment très pratique, je pense que vous serez d'accord avec moi, donc on va définir une arme par défaut. Et c'est la première chose qu'on va faire avec ce Weapon Manager. Vous pouvez retirer les deux using system.collection
et point collection générique, on va juste garder Unity Engine, et on va également ajouter Mirror, parce qu'on va avoir besoin de savoir si le joueur qui a ce script est le joueur local. Vous pouvez donc changer le monoBehavior en Network Behavior. On peut supprimer la fonction update, par contre on va avoir besoin de la fonction start. On va en profiter tout de suite pour créer une variable qu'on va marquer en serializeField, variable privée de type playerWeapon, et qu'on va appeler primaryWeapon, donc l'arme principale. On fait référence à playerWeapon, qui est donc cette fameuse classe qui contient quelques informations actuellement sur notre arme, on va en avoir besoin de ces informations. On va créer une seconde variable, toujours en privé et toujours de type playerWeapon, que cette fois-ci on va appeler currentWeapon, l'arme actuelle. En fait, cette variable primaryWeapon qu'on pourra définir depuis l'inspecteur grâce au serializeField sera l'arme de départ. Donc directement, dynamiquement depuis l'inspecteur, on pourra choisir quelle est notre arme de départ, le nombre de points de dégâts qu'elle fait, sa portée, etc. Et ensuite, on stockera dans currentWeapon l'arme actuelle. Donc lorsque le jeu va démarrer, on va dire que currentWeapon, en gros, va être égal à primaryWeapon. Mais au fur et à mesure du jeu, le joueur pourra ramasser des armes ou les échanger, etc. Donc currentWeapon sera une variable dynamique qui va beaucoup changer, alors que primaryWeapon va être utilisé uniquement au lancement du jeu pour l'arme de base. Plutôt que directement dans la fonction start dire currentWeapon égale primaryWeapon, ce qui fonctionnerait, on va plutôt créer une méthode qui va nous permettre de dynamiquement équiper une arme qu'on va lui passer. Donc on va créer une void, on va appeler equipWeapon. Entre parenthèses, on va prendre un argument de type playerWeapon, qu'on va pouvoir appeler _weapon, et à l'intérieur on va dire que l'arme actuelle va être égale à l'arme qu'on a passée. Et du coup dans la fonction start, on a juste à appeler equipWeapon en passant entre parenthèses primaryWeapon. Donc au démarrage du jeu, l'arme qu'on va équiper, ça sera celle qu'on a définie là-dedans. Évidemment, il ne suffit pas d'assigner dans une variable les informations de l'arme, on a aussi une question de visuel. Il faut qu'on fasse apparaître le bon visuel de la bonne arme. On va commencer par retourner dans PlayerShoot, et au niveau de notre première variable, playerWeapon, on va retirer le serializeField. On n'est plus censé modifier cette valeur directement depuis l'inspecteur. C'est depuis Weapon Manager qu'on va gérer tout ce système d'armes. Le reste dans PlayerShoot sera automatique. Donc plutôt que de l'appeler Weapon, on va l'appeler currentWeapon, on va le renommer, ça sera un petit peu plus juste. Le WeaponGFX, on va plus en avoir besoin, comme je le disais, PlayerShoot n'est là maintenant que pour le système de tir en fait, mais le système de gestion des armes et des visuels sera dans Weapon Manager. Et le Weapon Layer Name, on va toujours en avoir besoin, mais on va le déplacer, on va plus l'avoir dans PlayerShoot, donc on va le couper, et on va plutôt l'ajouter dans le Weapon Manager, et on va le mettre juste en dessous des deux autres variables. On va retourner dans PlayerShoot, on va voir quelques erreurs à cause de Weapon et WeaponGFX notamment. Ces erreurs, on va s'en occuper dans un instant, mais juste avant ça, on veut, dans PlayerShoot, pouvoir récupérer l'arme actuelle, parce que forcément, si on doit tirer dans la fonction update, au moment où on clique, il faut qu'on sache quelle arme on a en main, quels sont les points de dégâts, quelle est la portée, etc. Donc ici on va dire currentWeapon égale, et il nous faut maintenant un moyen de récupérer l'arme actuelle, et l'arme actuelle elle est stockée dans Weapon Manager. Donc il faut qu'on ait dans Weapon Manager une méthode qui nous permette de récupérer l'arme actuelle. Pour ça on peut simplement créer une méthode de type playerWeapon, et on va l'appeler getCurrentWeapon. Pas besoin d'argument, parce qu'on veut juste récupérer l'arme actuelle, donc on va faire un return currentWeapon, ce qui va nous renvoyer donc le contenu de la variable qu'on a ici. On va retourner dans PlayerShoot, et on va donc maintenant faire l'appel à notre script Weapon Manager. Justement pour être sûr que le script Weapon Manager est présent, dans PlayerShoot, tout en haut, au-dessus de la déclaration de notre classe, on va pouvoir faire un require component. Encore une fois, je vous rappelle que c'est quelque chose d'optionnel, mais ça peut être toujours une très bonne idée d'en ajouter quand il y a des dépendances, pour être sûr que l'autre script est là. Donc c'est require component, type of, on ouvre les parenthèses et on met à l'intérieur Weapon Manager. On va donc pouvoir maintenant créer une variable privée de type Weapon Manager, qu'on va appeler Weapon Manager, avec une minuscule au début, et dans la fonction start, on va pouvoir, à la fin de la fonction start, dire que notre variable Weapon Manager, avec, comme je le disais, une minuscule, va être égale à getComponent Weapon Manager.
on est sûr de récupérer le script, ce qui fait que maintenant on a accès via cette variable aux méthodes publiques qu'il y a à l'intérieur de Weapon Manager, donc on va pouvoir appeler getCurrentWeapon. Donc dans PlayerShoot, dans la fonction update, ici on a fait currentWeapon égale, on va dire weaponmanager.getCurrentWeapon. Maintenant qu'on a récupéré l'arme, on va ranger quand même un petit peu ce script et s'occuper des petites erreurs. Alors le current weapon que j'ai ici, je vais juste le mettre avec Weapon Manager, vu que ce sont deux variables références, il vaut mieux les regrouper. Dans la méthode start, on a donc une récupération du layer pour WeaponGFX, on va le supprimer, WeaponGFX n'existe plus de toute façon dans ce script. Le layer, on va maintenant le gérer depuis Weapon Manager, et pour toutes les petites erreurs qu'on a sur Weapon, il suffit de remplacer l'expression par current weapon. Donc partout où vous avez une erreur sur Weapon, on n'en a que deux, vous pouvez modifier par current weapon et sauvegarder le script. Ok, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a sauvegardé, on va revenir sur Unity et on va configurer un petit peu Weapon Manager, donc le script qu'on a ajouté sur notre joueur. Donc sélectionnez bien Player dans la hiérarchie, et dans l'inspecteur on peut voir qu'on a maintenant Primary Weapon, qui est ici et qui a automatiquement été chargé basé sur ce qu'on a par défaut dans Player Weapon, donc Submachine Gun, 10 et 100 pour les dégâts et la distance, et on peut voir qu'effectivement ça a bien été récupéré ici. On va prendre un petit peu d'avance et on va configurer l'arme qu'on a actuellement comme étant une arme automatique, donc c'est le système qu'on ajoutera ensuite. Je vais renommer mon arme en Blaster, vous pouvez choisir le nom que vous voulez, pour l'instant ça n'a pas d'incidence, le nom n'est affiché nulle part. On va pouvoir modifier les dégâts, que je vous conseille de mettre relativement bas, simplement parce que c'est une arme qui va tirer en automatique. Donc elle va tirer assez vite, ce qui fait qu'on doit mettre des dégâts quand même assez bas pour que il n'y ait pas des armes plus fortes que d'autres, il faut que le jeu reste balance. Au niveau de la portée de l'arme, je vais laisser à 100, généralement c'est une valeur qu'on va rarement modifier, à part pour les snipers ou les fusils à pompe qui sont des armes avec des distances très différentes. Et le Weapon Layer Name, pour l'instant, on va le laisser. Celui-là ne nous intéresse pas parce qu'on n'a plus de visuel actuellement, on va en reparler un peu après. Maintenant qu'on a configuré ce script, on va remonter dans l'inspecteur, et on va faire un override apply all. Alors j'ai Unity qui m'a renvoyé une erreur, mais a priori, le override apply all a bien été pris en compte, donc en théorie ça devrait être bon. On peut supprimer le joueur de la scène, je vais effacer ma console, et je vais appuyer sur play, on va tenter d'hoster une partie. Donc je vais faire host. J'ai bien mon joueur qui apparaît dans la scène, je peux toujours me déplacer, mais vous voyez que je n'ai effectivement plus d'armes. Alors en réalité, ce qui manque actuellement, c'est uniquement le visuel. Si je clique, en fait, mon personnage tire, mais on n'a pas d'indication dans la console qui apparaissent, mais faites-moi confiance, je vous le dis. Et une chose qu'on peut vérifier, et ça va me permettre de vous montrer une fonctionnalité très intéressante de Unity pour débugger ces systèmes, je vais aller sur Player 1, et on a donc défini dans Weapon Manager effectivement une arme de base qui est le Blaster, qui fait 5 points de dégâts par tir, et qui a une portée de 100. Donc ça c'est l'arme de départ, mais si on revient dans le script qu'on a fait tout à l'heure avec Weapon Manager, on peut voir que lorsque le jeu démarre, on va prendre cette arme principale, donc Primary Weapon qu'on a défini ici, et dans Equip Weapon, on va l'envoyer dans la variable Current Weapon, qui elle est en privé, et qui donc n'apparaît pas directement dans l'inspecteur ici. Donc on a bien défini une arme de base, mais la question qu'on se pose actuellement c'est est-ce que cette arme de base a bien été attribuée comme arme actuelle, vu que là on n'a pas le visuel, on sait pas grand chose. Et bien sur Unity, vous pouvez, tout en haut à droite de l'inspecteur, vous avez les 3 petits points à côté du cadenas qu'on a déjà vu, et vous pouvez activer le mode debug, qui va vous afficher énormément d'informations en plus sur chacun de vos components. Vous allez retrouver des instance ID, qui sont des identifiants uniques pour chacun des components. Il y a pas mal d'autres éléments, le local identifier in file, alors il manque un i même j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez beaucoup d'informations qui vont s'afficher, et vous avez aussi et surtout les variables privées qui vont s'afficher dans l'inspecteur. Et du coup, si on descend tout en bas, et qu'on va dans le Weapon Manager, on peut voir que on a bien une variable ici, Current Weapon, qui est en privé, donc elle est grisée, on ne peut pas la modifier. Par contre à l'intérieur, on peut voir qu'on a bien comme arme actuellement équipée, le Blaster avec 5 points de dégâts et une portée de 100 unités. Donc on peut voir que notre script a bien fonctionné, le Weapon Manager, et qu'on a bien appelé Equip Weapon avec l'arme de départ. Le mode debug est très utile lorsque vous avez des problèmes avec vos systèmes ou que vous voulez rapidement identifier ce qui se trouve dans une variable privée directement sur Unity.
Forcément là on l'a utilisé juste pour vérifier cette variable, mais comme je l'ai dit ça ajoute plein d'informations dans l'inspecteur, et ça peut un petit peu le polluer si on l'utilise de manière normale. Donc vous pouvez simplement ensuite redésactiver ce mode debug et choisir normal. Et maintenant on a de nouveau uniquement les variables publiques et serializedField qui apparaissent dans l'inspecteur. On peut désactiver le mode play, on a vu que notre système de Weapon Manager fonctionne bien. On va maintenant s'occuper de la partie visuelle. Vous l'avez vu, on a perdu actuellement le visuel de l'arme avec notre changement de système, il faut donc qu'on retraite cette partie et qu'on fasse en sorte que le visuel apparaisse lorsqu'une arme est sélectionnée. On va donc retourner dans nos scripts et plus précisément dans Player Weapon. C'est toujours dans ce script qu'on aura toutes les informations concernant une arme, son nom, ses dégâts, sa portée, mais également maintenant son visuel et sa cadence de tir. Donc on peut commencer par ajouter une float, qu'on va appeler fire rate et qui de base sera égale à 0f. Cette variable c'est la cadence de tir. Donc selon la valeur qu'on va lui attribuer pour chacune des armes, on va pouvoir tirer plus ou moins vite. Et l'autre élément qu'on va ajouter, et celui qu'on va traiter maintenant, ça va être de type GameObject, et ça va être Graphics, ou GFX, au choix, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors chez moi Unity ne détecte pas GameObject, il comprend pas ce que c'est simplement parce que tout en haut j'avais retiré le Using Unity Engine, que vous pouvez ajouter si vous l'aviez enlevé vous aussi, et du coup cette fois-ci GameObject est bien détecté. On va retourner dans Weapon Manager, c'est ce script qui va gérer l'apparition de la partie visuelle de l'arme. La partie visuelle, on a envie de la faire apparaître en même temps qu'on s'équipe d'une arme. Donc si on veut, la ligne qu'on a actuellement, elle va faire la partie technique, elle va récupérer la bonne arme avec les bons dégâts, le bon nom, la portée, etc. Mais on va ajouter une deuxième ligne qui, elle, va s'occuper de la partie visuelle. Pour pouvoir faire apparaître la partie visuelle, il nous faut une partie visuelle, mais celle-là elle est stockée du coup dans Current Weapon. Par contre, il faut savoir où est-ce qu'on va la faire apparaître cette partie visuelle. Et donc chez nous, c'est dans le Weapon Holder. Sauf que là, actuellement, on n'a pas l'information dans ce script, dans Weapon Manager, de où est le Weapon Holder. On va donc créer une variable qu'on va marquer en serializedField, qui va être privée, ça va être une transform, et on va simplement l'appeler Weapon Holder. On y glissera donc la main de notre personnage, entre guillemets, donc l'objet qu'on a dans la caméra, et vu qu'on a maintenant l'information de ce qu'on veut faire apparaître et où on veut le faire apparaître, bah on va pouvoir faire cette apparition. On va donc redescendre, et dans Equip Weapon, on va faire un instantiate. Quel objet est-ce qu'on veut faire apparaître? Eh bien, _weapon.graphics. À savoir que ici on attribue weapon à current weapon, donc en fait si vous le souhaitez, vous pouvez mettre ici plutôt currentWeapon.graphics, c'est exactement la même chose. Ces deux éléments sont pareils. Vu qu'on le passe directement en argument, je vais prendre plutôt celui-là, mais il n'y a pas vraiment de différence. On va ensuite préciser à quel endroit il faut qu'on fasse apparaître cette partie graphique. Donc chez nous ça va être au niveau de Weapon Holder et plus précisément des positions de cet objet, de cette transform plutôt. Et il faut également qu'on précise lorsqu'on va faire apparaître quelque chose, quelles seront les rotations de l'objet. Et donc là encore une fois, on va prendre les rotations qu'on a de base sur le Weapon Holder. Et on peut sauvegarder. Tel qu'on vient de le faire, on fait juste apparaître notre arme dans la scène au niveau de Weapon Holder. Le problème c'est que cette arme n'est du coup pas un enfant de Weapon Holder et elle ne va donc pas suivre le mouvement. Donc il va falloir qu'on stocke ce qu'on vient d'instancier dans une variable, donc une variable de type GameObject, qu'on va appeler weapon ins pour instance. On va faire un instantiate et ensuite on va prendre weapon ins et plus précisément ça transforme et on va faire un set parent et on va passer ici simplement weapon holder. Donc on va faire apparaître l'arme qu'on va stocker dans une variable pour pouvoir facilement accéder à ce qu'on vient de faire apparaître, et cet élément on va lui attribuer comme parent weapon holder pour que l'arme soit bien dans la main du personnage, pour qu'elle apparaisse bien à l'intérieur. Mais on n'a pas encore tout à fait fini, il nous reste une dernière étape et ça concerne le layer, qui lui se trouve dans Weapon Layer Name. Donc pour rappel, c'est pour l'histoire du clipping, pour que l'arme apparaisse bien par-dessus les éléments et qu'on la voit pas rentrer à l'intérieur des décors sur notre caméra. Donc il va falloir qu'on fasse une dernière chose ici dans Equip Weapon, c'est vérifier si on est le joueur local, et si on est effectivement le joueur local, si c'est bien chez nous qu'on a appelé Equip Weapon, alors dans ce cas, on va faire weaponIns.layer égale layermask.nameToLayer et on va passer le weapon layer name. Donc c'est exactement la ligne qu'on avait auparavant dans Player Shoot, sauf que cette fois-ci on l'a dans Weapon Manager.
c'est ici, en même temps qu'on équipe une arme, et qu'on la place au bon endroit, qu'on va lui appliquer le bon layer. On va sauvegarder tout ça, revenir sur Unity, et on va terminer la configuration de notre Weapon Manager. Donc vous pouvez faire un glisser-déposer de la préfab du joueur dans la scène. On va descendre tout en bas dans l'inspecteur, dans Weapon Manager. On va avoir deux éléments à remplir. Le premier c'est Weapon Holder, donc quel est l'objet qui va faire office de main pour le joueur, dans quel objet est-ce qu'on va lui ajouter l'arme. Donc vous pouvez ouvrir Player, Caméra, et glisser Weapon Holder dans Weapon Holder. Et il faut également dans Primary Weapon ici qu'on glisse une partie graphique, donc le visuel de notre arme, à savoir la variable qu'on a créée tout à l'heure. Donc la sci-fi automatique que vous avez ici dans le dossier prefab, un glisser-déposer dans Graphics. Petite précision, par rapport à ce système d'armes, il va encore évoluer un petit peu plus tard. Actuellement on utilise une classe Primary Weapon, qu'on va créer directement dans Weapon Manager, donc là je peux définir le nom de l'arme de départ, les dégâts, la portée, etc. Par la suite, on utilisera ce qu'on appelle des Scriptable Objects. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pas grave, on y reviendra un petit peu plus tard, on a encore beaucoup de choses à faire avant d'en arriver là, donc ne vous inquiétez pas. Cela étant dit, on peut remonter sur le joueur et faire un override, apply all, vous pouvez supprimer le joueur de la scène et on va tester. Mais plutôt que de tester sur Unity, on va faire un file, build and run, ça fait longtemps que j'ai pas fait un build, et on va quand même vérifier que tout fonctionne bien. Je vais donc lancer le jeu sur Unity, je vais appuyer sur play, je vais hoster une partie. On peut se rendre compte qu'on a déjà un petit problème. Chez moi, l'arme pointe vers le bas. En théorie, si vous utilisez la même version d'Unity que moi, et que vous utilisez le même pack que moi, donc le même visuel d'arme, vous allez avoir le même problème. Mais peut-être que chez vous, vous n'avez pas utilisé le même visuel ou la même version de Unity, et alors, dans ce cas-là, tout va bien. Quel que soit le cas de figure dans lequel vous êtes, même si vous n'avez pas le même problème que moi à l'écran, je vous recommande fortement de suivre les prochaines étapes et de suivre, de manière générale, jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais quand même aller sur l'autre instance et rejoindre en tant que client. On peut voir que sur le client aussi, on a le même problème, on a l'arme qui pointe vers le bas, et donc ça se voit sur les deux instances. Pourquoi ça? C'est simplement parce que, alors vous pouvez faire stopper l'instance, fermer, et couper le mode play sur Unity. Donc pourquoi ça? Eh bien en fait on peut le voir ici dans le dossier prefab, c'est que si je mets mon arme dans la scène, on peut voir qu'elle a bien une rotation de moins 90. Et cette prefab qui chez moi a moins 90 par défaut, eh bien ce moins 90 il va être remplacé par un 0 au moment de l'apparition de l'arme. Simplement parce que sur le player, on a à l'intérieur, caméra, weapon holder qui actuellement a comme rotation 0, 0, 0. Et si on retourne dans le script, au moment où on fait l'instantiate, on peut voir que la rotation de l'arme qu'on fait apparaître va être égale à la rotation de weapon holder. Donc le moins 90 va être remplacé par 0, donc sur cette arme, ce qui donne en fait ce résultat. L'arme va pointer vers le bas. Donc si chez vous vous avez le même problème que moi, vous allez sur votre préfab, sci-fi automatique, et vous mettez 0 sur la rotation. En fait, c'est simplement le modèle 3D qui a été créé de cette manière. Du coup, pour compenser, moi je l'avais mis à moins 90, mais vu que ce moins 90 est écrasé maintenant par Weapon Holder, eh bien la technique ne fonctionne plus. En revanche, attribuer la rotation 0 sur l'axe X de notre préfab ne va pas suffire. Parce qu'on l'a vu nous-mêmes, lorsque cette rotation est à 0, 0, 0, l'arme pointe vers le bas. Donc c'est pas tout à fait terminé, il va falloir qu'on fasse encore quelque chose. Maintenant que la préfab est bien sur 0, 0, 0 au niveau des rotations, je vais sélectionner l'instance de l'arme dans la scène, et je vais lui mettre moins 90. On ne devrait plus avoir besoin de cette instance, on va la supprimer dans quelques instants, mais c'est juste pour être raccord. On a deux moyens pour régler ce problème. Soit on modifie Weapon Holder et on met moins 90 sur l'axe X, et du coup lorsque l'arme va apparaître, elle sera également instanciée à moins 90, soit on fait une petite modification sur la préfab de notre arme. Ce qui est beaucoup mieux parce qu'en soi, si cette arme a été modélisée dans une direction un petit peu particulière, peut-être que d'autres ne le seront pas. Et du coup, si on part sur le principe qu'on va modifier la rotation de Weapon Holder, eh bien en fait on risque d'avoir le problème qui va réapparaître pour d'autres armes. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez supprimer le joueur de la scène, on va faire un clic droit sur Sci-Fi automatique, et on va faire un Create Empty. Cet empty vérifie bien qu'on est à 0, 0, 0 sur les positions, sinon vous faites reset. On va le sortir de Sci-Fi automatique, donc les positions, les rotations vont changer, c'est pas un problème, c'est normal. Et à l'intérieur de cet objet, on va glisser Sci-Fi automatique.
Donc l'objet qu'on avait créé en tant qu'enfant va devenir le parent de Sci-Fi Automatique. Le nouveau GameObject, on va pouvoir le renommer. On va lui appliquer en fait le nom qu'avait l'arme à la base, donc Sci-Fi Automatique toujours. Et l'enfant qui est à l'intérieur, on va lui le renommer en Graphics. Sur cet élément Graphics, on va faire un clic droit, et on va faire Unpack Prefab. Et pour terminer, on va prendre Sci-Fi Automatique, donc le parent, et on va faire un glisser-déposer dans notre dossier Prefab ici. Ce qui fait que maintenant on va avoir deux préfabs de Sci-Fi Automatique. L'ancienne préfab, donc chez moi la nouvelle elle s'appelle Sci-Fi Automatique 1, l'ancienne elle s'appelle juste Sci-Fi Automatique. L'ancienne je vais simplement la supprimer. Je ne vais garder que celle-là. Je vais revenir dans la scène, je vais prendre Sci-Fi Automatique, et surtout je vais pas oublier ici de mettre la rotation à 0. Ce qui fait que l'arme on va voir qu'elle va de nouveau pointer vers le bas, mais cette fois-ci on va pouvoir prendre Graphics à l'intérieur, et on va pouvoir changer la rotation de Graphics à moins 90. Ce qui fait que maintenant, la partie visuelle, comme vous pouvez le voir, elle est bien dans le bon sens, elle ne vise plus vers le bas, elle est à moins 90, par contre le parent lui, il est bien à 0, 0, 0. Ce qui fait qu'au moment où on va appliquer à cet élément au parent les rotations de Weapon Holder, eh bien on n'aura plus cette fois-ci de rotation écrasée, on aura l'arme qui est normalement bien configurée. On va aller tester ça, donc vous prenez le parent Sci-Fi Automatique, Override, Apply All, et on peut supprimer cet élément de la scène. Il faut pas qu'on oublie, sur le joueur, donc sur la préfab de player, vous pouvez descendre tout en bas, et vous avez de nouveau la partie graphics ici qui va sauter, dans Primary Weapon, et vous faites simplement un glisser-déposer donc de Sci-Fi Automatique, la nouvelle préfab qu'on vient de créer. Si vous n'avez pas tout compris à ce qu'on vient de faire, ce n'est pas très grave. Concrètement, on a envie, nous, que le parent de nos armes, de chacune de nos armes, soit à 0, 0, 0 en rotation. Donc là, sur la préfab également, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas pris tout à l'heure, on va mettre ici 0 en rotation. Ce qui fait que si on fait un glisser-déposer de l'arme, on peut voir qu'elle est dans le bon sens. Et on va retester un build, on va faire File, Build and Run, et en théorie, ça sera un petit peu mieux au niveau de la rotation de l'arme, par contre on aura un problème au niveau des layers. On va y revenir dans un instant, je vais vous montrer ça. Donc je vais cliquer sur Play dans Unity directement, je vais hoster une partie. On peut voir que l'arme a bien la bonne rotation, elle ne vise plus vers le bas par contre, vous pouvez voir que on a de nouveau le problème du clipping qui apparaît, et on peut voir que le visuel de l'arme est un petit peu étrange, on a l'impression que l'arme est très loin. Et si vous vous souvenez bien, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'un des épisodes précédents. Je vais rejoindre avec l'autre instance en client, et là on peut voir qu'on a effectivement le même problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir sur Unity, je vais aller sur Player 1 dans la hiérarchie, donc c'est le premier joueur qui est apparu, c'est l'hôte. Je vais ouvrir Caméra, Weapon Holder, et on peut voir qu'à l'intérieur de Weapon Holder on a pourtant bien notre arme Sci-Fi Automatique. Par contre, ce qu'on peut voir c'est qu'elle a le Layer Weapon, jusque là c'est normal, heureusement, c'est ce qu'on veut. Par contre, on peut voir que l'enfant de Sci-Fi Automatique, la partie graphique, elle, n'a pas le Layer Weapon. Alors qu'elle est censée l'avoir. Si maintenant j'ajoute le Layer Weapon, on peut voir que c'est déjà beaucoup mieux dans la scène, et c'est exactement ce qu'on est censé avoir, ce qu'on a envie d'avoir. Alors on peut arrêter le mode play. Ce qui s'est passé en fait, c'est que lorsqu'on s'est équipé de l'arme par défaut, donc lorsque le jeu démarre, on ajoute l'arme par défaut au joueur, sauf que le layer qui est attribué, il est attribué uniquement aux parents. Donc, dans notre cas, sur notre arme, il est appliqué à Sci-Fi Automatique, mais pas à la partie graphics. Et pourtant, c'est bien elle, c'est bien la partie graphique, qui est censée avoir ce fameux Layer Weapon. Et si vous vous souvenez bien, on avait déjà un problème qui ressemble beaucoup à ça, et c'était sur le joueur. On avait besoin que notre joueur, on lui applique un layer, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas se voir nous-mêmes, vu qu'on est dans un FPS, on ne veut pas pouvoir voir l'armure qu'on a autour de notre tête, on n'a pas envie de voir nos particules, etc. Donc on avait créé un système qui va, dans Player, passer sur Graphics, et sur tous les éléments à l'intérieur de Graphics, et tous les sous-éléments et les sous-sous-éléments, etc., et qui va appliquer le layer à tous les éléments de Graphics. Et là, on va faire en fait exactement pareil pour notre arme. Ce qui en soi peut paraître comme étant vraiment du bidouillage actuellement, va en fait nous être très utile pour la suite. Parce que l'arme qu'on a ajoutée actuellement, elle est très simple. On a un parent, et on a un enfant graphics.
Mais par la suite, lorsqu'on va ajouter d'autres armes, peut-être que nos armes seront plus élaborées. Par exemple, sur celle-là, on peut voir qu'on a une texture différente pour la poignée, pour le chargeur, pour la partie principale. Par contre, ces éléments, on peut pas les retirer. Si maintenant j'ai envie de désactiver la poignée, eh bien je ne peux pas. Je suis obligé d'emmener ce modèle dans un logiciel d'édition 3D, de la supprimer, etc. Mais peut-être que par la suite, que lorsqu'on ajoutera plus d'armes, eh bien on aura plus de sous-éléments. On n'aura pas juste une partie graphique, on aura peut-être une partie graphique qui sera découpée en poignée, chargeur, partie principale, etc. Donc on va faire exactement ce qu'on avait fait pour le système du joueur, c'est-à-dire que peu importe le nombre d'éléments à l'intérieur de Sci-Fi Automatic, et peu importe le nombre de sous-éléments et de sous-sous-éléments, etc., eh bien on va tous leur appliquer le layer weapon. J'espère que c'est assez clair, concrètement c'est quelque chose qu'on a déjà fait pour le joueur, donc vous devriez bien vous en souvenir. Ce système, on l'avait mis en place dans Player Setup. Donc vous pouvez prendre la préfab du joueur et ouvrir le script Player Setup. Dans ce script, on a une méthode qui s'appelle setLayer recursively. On a juste à passer un objet et le layer qu'on veut lui attribuer, et automatiquement cette méthode va se rappeler encore et encore, autant de fois que nécessaire pour appliquer le layer à tous les objets. Eh bien, on va faire exactement pareil. On va copier cette méthode, setLayer recursively, on va aller dans Weapon Manager, et on va la coller tout en bas. Alors en théorie, en programmation, peu importe le projet, peu importe le langage, le logiciel, on n'est pas censé faire de duplication de code. En gros, on n'est pas censé faire ce que je viens de faire. On devrait mettre en fait cette méthode setLayer recursively dans une classe à part, une classe utilitaire qu'on va pouvoir appeler depuis toutes les autres classes, et donc tous les autres scripts. Ce qui fait que n'importe quel script pourrait appeler setLayer recursively en envoyant un objet et un layer. C'est quelque chose qu'on fera par la suite. J'ai pas trop envie de m'égarer dans cet épisode, j'ai vraiment envie qu'on reste sur le sujet principal, sans faire de petits ajouts à droite à gauche, de refacto, etc. Donc on fera un, voire plusieurs épisodes qui seront vraiment dédiés à la réécriture de certains systèmes, à leur amélioration et à leur optimisation. Mais pour l'instant, juste pour que cet épisode soit bien fonctionnel, on va donc dupliquer voilà, setLayer recursively dans Weapon Manager, et ici, plutôt que d'appliquer le layer à WeaponInst directement, on va appeler setLayer recursively, on va passer WeaponInst en premier argument, et le deuxième argument qu'on va passer, ça va être donc layermask.nameToLayer, donc on va pouvoir prendre ce qu'on avait marqué là, et le mettre ici en deuxième argument. On peut ensuite supprimer ce qui reste de la première ligne, sauvegarder ce script, et on va pouvoir tester. Ça devrait déjà faire l'affaire, ça devrait fonctionner, donc on va sauvegarder, on va revenir sur Unity. On va pouvoir recréer un build. Alors chez moi j'ai oublié de fermer l'instance d'avant, c'est très important de la fermer sinon... l'instance, hein, pas autre chose, mais c'est très important de la fermer parce que sinon si vous faites File Build and Run, vous allez avoir une erreur dans la console. Donc maintenant que c'est fait, je peux faire File Build and Run, et normalement cette fois-ci on devrait bien avoir l'arme dans la main du joueur avec la bonne rotation, donc je vais lancer Unity, et on devrait plus avoir de problème visuel, donc si j'appuie sur Host, on peut voir que ça y est, je retrouve le résultat que j'avais avant, donc avec mon arme, le bon visuel, la bonne rotation, c'est parfait. On va juste vérifier que ça fonctionne pareil sur l'instance, donc je rejoins, et j'ai effectivement bien mon arme dans la main. Si je m'approche d'un mur, on voit que je n'ai pas le clipping, donc je n'ai pas l'arme qui rentre dans les murs. Sur un client ou sur l'autre, ça devrait bien être pareil. Donc c'est parfait. Alors je sais que parfait c'est peut-être un mot un petit peu fort, ça peut être très frustrant pour certains de se dire mais concrètement on a fait quoi depuis le début de l'épisode parce qu'on a exactement le même résultat visuel. Je sais, c'est frustrant mais ça fait partie du développement de jeu, il faut absolument qu'on améliore et qu'on rende notre système modulable pour la suite. Donc ne vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés, si vous ne voyez pas de différence entre cet épisode et l'épisode précédent, c'est entièrement normal, vous verrez les différences par la suite. Mais pour qu'on puisse quand même voir un petit peu quelque chose de nouveau, on va maintenant passer à la partie ajout du tir automatique. On va réouvrir notre Visual Studio et on va aller dans Player Shoot. Donc actuellement, dans la fonction update, si on fait un clic gauche, donc si on appuie une fois, on va simplement faire un tir. On va éviter de chambouler tout le code qu'on a déjà fait parce qu'il est plutôt propre. Ce qu'on va faire nous, pour faire évoluer ce système, c'est simplement faire en sorte que, aussi longtemps qu'on reste appuyé sur la souris, eh bien on va tirer, avec un délai entre chaque tir qui va être défini par la cadence de tir de l'arme, donc qui est dans Player Weapon et qui actuellement Fire Rate est à 0.
Et lorsque le joueur va relâcher la souris, on va simplement arrêter le système de tir. On va faire en sorte que seule la méthode shoot soit utilisée pour un tir. Donc que ce soit du tir automatique ou du semi-automatique, on va toujours appeler shoot. On va pas faire de méthodes différentes, parce qu'en soi c'est exactement la même chose. Il faut juste qu'on l'appelle de façon répétée, si c'est des tirs automatiques. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette condition qu'on a ici, qui nous permet donc de tirer en semi-automatique, on va l'englober, et on va dire qu'on tire en semi-automatique uniquement si le fire rate, donc la cadence de tir de notre arme actuelle, de current weapon, est inférieur ou égal à 0F. Si c'est le cas, on va juste déplacer ça à l'intérieur. Par contre, dans le cas inverse, si l'arme qu'on a actuellement a une cadence de tir supérieure à 0, donc forcément supérieure à 0, ça veut dire que c'est une arme qui tire en automatique. Donc là, on va vérifier si on appuie, en fait on peut simplement copier ce qu'on a mis là, donc if input.getButtonDown fire1, on va pas appeler shoot directement, mais on va faire un invoke repeating. On va appeler de manière répétée une méthode, cette méthode ça va être shoot, donc on la met entre double quotes. Il faut qu'on précise éventuellement un délai, un premier délai avant d'appeler cette méthode, nous on n'en veut pas, on veut l'appeler instantanément, donc au bout de 0 secondes en quelque sorte on va l'appeler. Et il faut ensuite que on précise un repeat time, donc tous les combien de temps est-ce que on va appeler shoot, lorsqu'on est en train de tirer en automatique. Et donc ça va être régi par la cadence de tir, donc current weapon, .fire rate. Oups, fire rate. Fire rate n'étant pas un délai en secondes, vous allez le voir après, il va falloir qu'on fasse un F divisé par current weapon.fire rate. On testera après les différentes cadences de tir, donc vous allez mieux comprendre dans un instant. Et on va ensuite faire un else if. Donc, else if. Si cette fois-ci on fait un input.getButtonUp, c'est-à-dire qu'on relâche le bouton de tir, donc le clic gauche, alors on va appeler une méthode qui s'appelle cancelInvoke, et qui est en fait l'inverse de invoke repeating. On va donc passer entre parenthèses la méthode shoot. On va arrêter d'appeler de manière continue la méthode shoot si on relâche le tir. Juste pour vérifier ce système de tir, dans shoot, qui va donc être appelé à chaque tir, qu'on soit en automatique ou non, on va ajouter un debug.log pour vérifier qu'il y a bien un tir qui a été effectué, et on va dire tir effectué, tout simplement. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, un bang ou pampan, ça fonctionne aussi. On sauvegarde tout ça, on revient sur Unity. On va pas forcément faire un build, ça va pas être nécessaire pour tester ce système, on peut directement appuyer sur play et hoster une partie. Si je vais sur mon joueur, on peut voir que actuellement le Weapon Manager par défaut a un fire rate de 0. Donc théoriquement l'arme que j'ai actuellement est une arme en semi-automatique. On va tester ça, je vais effacer la console. Si je clique juste une fois sur le clic gauche, on peut voir qu'on me dit tir effectué. Si je reste appuyé sur le clic gauche, c'est exactement pareil. Il y a une seule fois seulement tir effectué qui apparaît. On va maintenant tester le tir en automatique. Donc on peut quitter. Vérifiez bien que Collapse ici est désactivé. J'ai effacé ma console. Je vais aller dans Prefab, Player. Et si je vais tout en bas, dans Weapon Manager, je vais pouvoir changer le fire rate, par exemple avec 10, ce qui correspond à 10 balles par seconde. Donc il va y avoir 10 tirs qui vont être effectués en une seconde. On va appuyer sur Play, on va hoster une partie, j'efface la console, et cette fois-ci, si je fais juste un clic gauche, on a bien dans la console tir effectué qui apparaît une seule fois. Par contre, si je reste appuyé sur la souris, vous pouvez voir que dans la console, je vais être spammé du debug.log. Aussi longtemps que je reste appuyé sur la souris, j'ai des messages qui vont apparaître, et si je relâche la souris, les tirs s'arrêtent. On a donc maintenant notre arme qui tire en automatique. Bien qu'on ne le voit pas dans l'onglet Game, parce qu'on n'a pas de particules, parce qu'on n'a pas d'impact de balles, etc. Petit spoiler, ça sera pour l'épisode suivant. Notre arme, en termes techniques, tire bien en automatique lorsque le fire rate est supérieur à 0. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que cet épisode vous a plu, et j'ai très hâte de vous retrouver pour le prochain. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier affichés sur la droite de l'écran, et un grand remerciement tout particulier à David, Spock2018, Castelbern, Julien et Spyprog.
Si vous souhaitez vous aussi contribuer à la création des vidéos, vous pouvez passer par les plateformes Tipeee ou Utip pour faire des dons, aucune obligation évidemment. Ces dons permettent simplement à cette chaîne de continuer de vivre et de produire du contenu gratuit sur YouTube. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!